cool de faire une vidéo là-bas. Oui! Oui. Ouais, c'est moi. Ok. C'est une blague? Ok, d'accord. Ok, non mais à demain. À demain, pas de soucis. Bouillard! Ok, j'ai compris. Vous vous êtes entraîné toute votre vie pour cette mission et moi je déboule de nulle part et on me colle avec vous. Mais j'ai rien demandé, moi. Je faisais mes vidéos dans mon coin et la NASA m'appelle pour me dire qu'elle voudrait que j'aille là-bas avec vous et que je filme. Marcher sur la Lune. Vous refuseriez, vous? C'était à moi de décider. Parce que t'es commandant de mission, c'est ça? Mais t'es pas au-dessus du directeur de la NASA, si? Lui, il aime mes vidéos et il me dit de vous suivre. Ça n'enlèvera rien à votre exploit. Même au contraire. Alors autant faire en sorte que ça se passe bien, non? Eh bien alors on se lance. Sorti en 1995, Apollo 13 est un film de Ron Howard qui retrace les événements bien réels d'un des plus célèbres échecs de la NASA survenus en 1970. Sauf votre respect, je pense que ça va être une de nos heures de gloire. Ah mais contrairement à la mission, le film, oui, et grâce à deux facteurs, son réalisateur et son casting. Ron Howard, identifiable par les plus vintage d'entre vous comme Richie dans Happy Days, mais qui est surtout passé à la réalisation, laissant derrière lui des films comme Cocoon, Willow ou encore Le Grinch. Il est tout à fait qualifié pour cette mission. Quant au casting, tenez-vous bien. Tom Hanks, universellement connu pour ses rôles dans Big, Philadelphia, Seul au monde ou encore Il faut sauver le soldat Ryan. Il interprète ici le rôle de Jim Lovett. Vétéran du programme spatial, il est désigné comme commandant de bord de la mission. Voici le seul, le vrai, Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8, c'était les premiers à tourner autour de la Lune. Ce type-là fait 10 orbites. Celui qui vient de parler, c'est Kevin Bacon, qui après avoir débuté dans des films comme Vendredi 13, fut plus connu pour ses rôles dans L'Expérience Interdite, Hollow Man ou encore Mystic River. Il est parfait comme pilote. Et en effet, il interprète ici le rôle du pilote remplaçant du module de commande, censé permettre à l'équipage d'aller jusqu'à l'orbite lunaire et d'en revenir. Jack Swigert. T'es un chef, Jack. Ça, c'est Fred Haise, le pilote du LEM, le module censé se poser sur le sol lunaire, interprété par Bill Paxton. Voyons ce que ça va donner. Acteur fétiche de James Cameron, qui le plaçait autant que possible dans tous ses films jusqu'à sa mort en 2017, est connu pour des premiers rôles comme dans Twister, mais surtout pour être le premier à avoir été tué par un Terminator, un Alien et un Predator. L'artiste complet. Le contrôleur de vol à Houston, Gene Kranz, est quant à lui interprété par Ed Harris. Pour ceux qui savent pas, c'est Bud dans Abyss ou Dieu dans le Truman Show. La classe. Ben voilà qui fait une sacrée équipe. Et moi alors? Ah oui, Gary Sinise, le fidèle acolyte de Tom Hanks dans ses meilleurs films. La Ligne Verte, Forrest Gump. Les gars, vous savez, je vais refaire un essai. Et bien du coup, il interprète ici Ken Mattingly, celui qui aurait dû être le pilote du module de commande, mais dont le rôle va se révéler tout aussi important. Alors un rôle important, acteur important. On y va? C'est parti les gars. On va sur la Lune. 3, 2, 1. Putain les gars, c'était ouf, je me suis chié dessus, putain. Putain les gars, la honte, je me suis vraiment chié dessus.
Ça va, Fred? Avec un équipage comme celui-là, vous allez me dire qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Il y a un tas de choses ont mal tourné. Eh ben justement, on va voir ça. Prévu pour le 11 avril 1970, la mission Apollo 13 se compose officiellement de Jim Lovell, Fred Haise et Ken Mattingly. Jim, le commandant de bord de la mission, fou de joie d'enfin poser le pied sur la Lune, en profite d'ailleurs pour annoncer publiquement sa retraite spatiale. Je vois mal comment je pourrais faire mieux que ça. Mais seulement 2 jours avant le décollage, l'équipe médicale diagnostique la rougeole à l'un des membres de l'équipage de réserve. Ce dernier étant contagieux, il aura pu contaminer l'un des membres de l'équipage principal, et en particulier Ken, qui l'a jamais eu, ce qui ferait qu'il le développerait une fois dans l'espace. Putain de merde! Le chef de mission en informe donc Jim, et lui laisse le choix. On remplace Ken, l'un de ses meilleurs amis, ou on annule la mission. J'aurais pas aimé être à ta place. La décision est donc prise. On remplace Ken par Jack Swigart, mais la mission est maintenue. Les voilà partis pour 2 jours d'entraînement intensif avec un pilote qu'ils ne connaissent pas. Mais lui en tout cas, le jour du décollage, il est sûr de lui. Je vais leur faire une superbe balade. Alors 3, 2, 1, mise à feu! Tout se passe bien, la fusée décolle normalement jusqu'au moment où un des réacteurs s'arrête sans raison. Allez, c'est pas grave, les cathodes tourneront juste un petit peu plus longtemps pour compenser. Ça devait être le lézard de cette mission. Après 50 heures de vol sans incident, alors que l'équipage tourne en direct censé être retransmis à la télé, Jack Swigart, à la demande de Houston, active la commande de brassage des réservoirs d'oxygène. Et... BOUM! Explosion du vaisseau, fin de mission, fin du film, au revoir monsieur dame. Faut pas s'en faire, ils sont toujours là. Non, je déconne. En revanche, il y a vraiment eu une explosion et qui les fait dériver. Et alors que l'équipage tente sans succès de récupérer la trajectoire, Jim se rend compte d'un truc. Et Houston, on a un problème. Ouais, ce serait... On est en train d'évacuer quelque chose dans l'espace. Je peux vous dire que c'est... un gaz, en tout cas. Ça ne peut être que l'oxygène. La première manœuvre que propose Houston est de fermer certaines piles à combustible. Et ça va nous avancer à quoi? À endiguer la fuite. Seulement, ça va aussi les priver de la puissance nécessaire pour se poser sur la Lune. Mais là, de toute façon, c'est plus la priorité. Hein. On vient de perdre la Lune. Fin du rêve d'une vie pour Jim Lovell. Et vous voulez une autre mauvaise nouvelle? La fermeture des piles n'a pas endigué la fuite. L'oxygène continue de s'évacuer, et au-delà de les priver d'air, elle empêche l'alimentation des batteries. Apollo se vide de son sang. Sauf que pas d'air, pas d'énergie, pas de retour sur Terre. Décision est donc prise de couper toute l'alimentation du module de commande, le poste de pilotage, et du module de service. Donc leur lieu de vie, quoi. Et de transférer l'intégralité du système de guidage et le peu d'oxygène restant dans le LEM. Le petit module prévu normalement uniquement pour se poser sur la Lune. Le LEM est transformé en canot de sauvetage. Une manœuvre qui devrait théoriquement durer 3 heures. Sauf que... On a beaucoup moins que ça. Le temps de survie dans l'Odyssée, le module de commande plus celui de service est estimé à seulement 15 minutes. Et le vaisseau étant toujours à la dérive, ils doivent refaire tous les calculs à la main. Et pire, les données de l'ordinateur ne pouvant rentrer dans celui de l'Aquarius, c'est-à-dire le LEM, ils vont devoir rectifier manuellement leur trajectoire. On dirait qu'on vole avec un éléphant sur les épaules. Là, ça commence à être compliqué pour Jack, qui se sent déjà comme une pièce rapportée dans l'équipe, qui culpabilise sûrement de ce qui se passe, et qui en plus se trouve privé de toute utilité. Vous inquiétez pas, les gars. Je peux assumer. Évidemment, la logique voudrait qu'on fasse demi-tour, mais vu l'état du module de commande, on va peut-être se passer des réacteurs. Hein. Je sais bien. Donc seule solution, contourner la Lune, activer le moteur du LEM pour repartir vers la Terre. Avec du matériel qui n'est pas prévu pour ça, donc. Hein. Mais on n'en est plus là, hein. Voici le moment de passer derrière la face cachée de la Lune, avec la perte de communication que ça implique. Et voilà, on devait atterrir, filmer les images du siècle et vous me foirez ça comme des bleus. Ça valait bien la peine de me casser les couilles avec votre entraînement, là, qui va être dans nos pattes et tout le bordel. Je filme quoi maintenant, moi? Tu veux regarder?
Et merde. Vu les circonstances, ça doit faire drôlement plaisir à Houston de les entendre réapparaître de l'autre côté. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Et quoi de pire que de foirer une mission et de quand même passer au plus près de ton rêve? Qu'est-ce qui peut bien te motiver après? J'aimerais rentrer. Ça c'est pas con. Mais c'est pas si simple. Parce qu'avec ce que consomme encore le LEM, 60 ampères, il ne leur reste de l'énergie que pour 45 heures. Ce qui veut dire qu'il faut tout couper. Plus de lumière, plus de chauffage, plus de système de guidage. On vient de mettre Isaac Newton dans le siège du pilote. Il faut arriver à une consommation maximale de 12 ampères pour rentrer. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça correspond, À peine de quoi faire marcher cette cafetière pendant 9 heures. tout ça implique qu'après la poussée pour les catapulter vers la Terre, le vaisseau va petit à petit se transformer en glacière. Et rien n'affirme qu'en repassant dans le module de commande pour la rentrée dans l'atmosphère, il aura supporté le gel et qu'il y aura suffisamment de jus pour rentrer. Hein. Là, ça va être à Houston de se bouger, là. Messieurs, qu'est-ce que vous comptez faire? Ils vont retourner chercher Ken, le pilote prévu au départ, censé être terrassé par la rougeole, pour le mettre dans un simulateur à plancher sur une procédure de rentrée dans l'atmosphère viable avec si peu d'ampères disponibles. Se pose alors un autre problème. Les filtres à CO2 du LEM sont prévus pour 2 personnes pendant 1 jour et demi. Mais Jack, qui aurait dû rester en orbite lunaire dans le module de commande, est bien là. J'ai plus qu'à retenir ma respiration. Vous allez me dire, il reste toujours les épurateurs du module de commande. Mais ils ont des cartouches carrées, et celles du LEM sont rondes. Alors comme le dit Keane, Messieurs, il ne vous reste qu'à trouver un moyen de faire entrer une pointe carrée dans un trou rond. Rapidement. Ça se voit qu'on fait partie du secteur public. Qu'est-ce qu'on a qui fonctionne sur ce vaisseau? bah plus grand chose. Et le temps monte. Hein. Oui, je sais pas si on nous fait pas aller trop vite, je sais pas si les calculs sont pas foireux. Mais de quoi tu parles? Bah en fait, Jack essaye de récupérer son rôle en anticipant sur le retour, mais il fait pas vraiment confiance au LEM pour ça. Sauf que du coup, évidemment, Fred se vexe, puisqu'il a la responsabilité de l'Aquarius, et lui met dans la gueule que c'est justement le LEM qui est en train de leur sauver la vie après ça, quoi. Ce n'est pas de ma faute! Ah, la confiance règne, hein. Rajoute à ça les premiers signes d'asphyxie, va vraiment falloir que Houston trouve une solution, là. Ah mais justement les voilà. Avec un montage fait de briques et de broc, mais bon. Dans le vaisseau, il s'échine à reproduire la procédure, on va voir si ça marche. Respirez normalement, les gars. Et bim, ça c'est fait. Au moins on est sûr qu'ils vont pouvoir respirer jusqu'au bout. Merci beaucoup, Houston. Maintenant, reste à voir comment revenir sur Terre, parce que Ken n'arrive toujours pas à trouver un protocole qui leur permette de relancer le module de commande. On n'a jamais perdu un Américain dans l'espace et c'est sûrement pas sous ma direction qu'on va commencer. L'échec n'est pas envisageable. Il commence à faire très très froid là-haut, et Houston leur annonce que faute d'électricité, ils vont devoir refaire une poussée en manuel pour se remettre sur la bonne trajectoire, sans quoi ils rebondiraient sur l'atmosphère et seraient perdus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, plus du côté scabreux de la manœuvre, le concepteur du LEM s'inquiète que le moteur gelé pourrait ne pas démarrer. Alors voyons ce qu'il va dire de ça. Jim lance le moteur et tente de se guider comme il peut avec pour seul point de repère la Terre dans son hublot pour une poussée de 39 secondes. Et 39 secondes dans ces conditions, c'est très lent. Mais ça passe. Ils sont de retour dans le bon angle. Espérons qu'il faudra pas en faire une autre. Voilà, maintenant qu'ils sont en état de rentrée, il n'y a plus qu'à attendre la procédure électrique de retour. Après 2 jours passés dans le simulateur, Ken semble enfin avoir trouvé un moyen de récupérer quelques ampères des batteries du LEM et à les transférer dans le module de commande. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouh, c'est un bingo! Mais on dit juste bingo, mais il reste encore à voir ce que ça va donner vraiment dans l'Odyssée, hein, parce qu'il y a juste un petit peu de glace et de condensation partout sur les panneaux. C'est peut-être pas le moment de faire un court jus. C'est comme si on faisait marcher un grille-pain dans un lavage de voiture. On peut parler calmement. Oui, Je suis désolé d'avoir voulu te faire culpabiliser. Hein. j'en mourrai pas. Jamais j'aurais pensé me retrouver dans un truc pareil. Et moi donc. On l'a pas fait exprès. Je sais bien, ça m'emmerde d'autant plus de te voir dans cet état-là. T'en fais pas, je fais bien. Eh bien alors t'as pas d'excuses, tu nous ramènes. Ouais.
Pendant que Jack s'applique à mettre en œuvre le protocole de Ken, Houston se rend compte que leur angle d'approche de la Terre s'est encore modifié. En effet, en se posant sur la Lune, ils auraient dû récupérer plus de 100 kg de pierres lunaires. Ils sont donc trop légers. Fred et Jim vont alors chercher un maximum de lest et le transférer du LEM vers l'Odyssée. Après ça, ils devraient être enfin tranquilles. Pour ça, il faudrait que la chance tourne. Ben justement, au niveau de la remise en service du module de commande, pas de soucis, ça tient. On les a récupérés, nos ampères. Et du coup, en larguant le module de service, l'équipage se rend compte que tout un pan du module a sauté pendant l'explosion. Évidemment, au niveau du bouclier thermique. Récapitulons la situation générale, Sid. Abordons le problème de la situation générale. Faute de poids, leur angle est peut-être dévié, leurs parachutes sont peut-être 3 blocs de glace, et de toute façon, leur bouclier thermique est sans doute endommagé. À 2000 degrés, la rentrée dans l'atmosphère, autant te dire qu'elle pue. Même le président Nixon se met à vouloir des estimations d'échecs. Il faut plus te faire de soucis. Si on pouvait faire voler une machine à laver, mon Jimmy la ferait atterrir. Oh, bah arrêtez tout, Houston, si mamie le dit. Ok, alors on largue le LEM, on s'installe dans le module de commande, on se fait nos adieux et c'est parti. Ce fut un honneur de voler avec vous. Rentrer dans l'atmosphère, perte de communication. Et comment on sait au fait s'ils s'en sont sortis? Le silence radio dure 3 minutes. Si on n'a pas de nouvelles au bout de 4, on saura. Du coup, le monde entier retient son souffle pendant de longues secondes. Passé 3 minutes, tout le monde commence à envisager le pire. Mais après plus de 4 minutes 30... Allô, Houston? Ici Odyssée. On est content de vous retrouver. L'Odyssée amérit sans encombre dans les eaux bleues et chaudes du Pacifique Sud, rendant à la Terre un équipage sain et sauf. Alors, échec réussi. Ce film est tiré d'une histoire vraie, mais j'en entends déjà parmi vous là. Oui, mais ça a forcément été exagéré pour rendre le film plus divertissant. Laissez-moi vous raconter quelques anecdotes. Les images qu'ils se sont emmerdés à filmer n'ont jamais été diffusées par aucune chaîne de télé, sous prétexte que c'était trop chiant pour le public. C'est parce que tu vas rater. Par contre, quand c'est parti en sucette, tu peux me croire que toutes les chaînes de télé, elles étaient là, même dans le jardin des Lovell, pour pouvoir filmer en direct les réactions de la femme de Jim au moindre pépin. Tu savais qu'une fois l'électricité coupée, ils ne pouvaient même plus évacuer leur déjection? Eh ouais, pipi et caca étaient enfermés dans des sachets en plastique et flottaient en apesanteur dans le vaisseau. C'est dommage qu'on ne puisse pas montrer ça à la télé. D'ailleurs, en parlant de ça, Fred a été malade pendant tout le voyage. Ça le brûlait quand il pissait et il était à plus de 40 de fièvre. Il était même persuadé que c'était une MST. Encore une grande première pour le programme spatial américain. Bravo. Tu savais qu'un tas de problèmes supplémentaires avaient été cachés à l'équipage pendant le vol? Le fait qu'ils allaient atterrir près d'un ouragan, par exemple, ou que leur angle d'approche était trop plat. On peut y faire quelque chose? Non, plus maintenant. Alors à quoi ça sert de leur dire? Et c'est d'ailleurs ce problème d'angle, impliquant une rentrée dans l'atmosphère plus longue, qui explique que les communications furent si longues à revenir. Je sais compter. Petit clin d'œil à la réalité. Le commandant de bord du navire qui les récupère dans l'océan, c'est le véritable Jim Lovell. Ah oui, et Est-ce que les fleurs bourgeonnent à Houston? Négatif, Jim. Non, j'ai pas la rougeole. Et il l'a jamais eu. Pour conclure, je dirais que ce film est l'exemple parfait du film traité avec sérieux. Un casting non pas de beaux gosses bankable, mais d'acteurs investis qui ont fait leurs preuves par le passé, ce qui renforce le sentiment d'attachement au personnage. En plus dirigé par un Ron Howard au sommet qui, dans sa carrière, peu importe le genre traité, du fantastique à l'ésotérisme, de la SF à la politique, en passant par le conte de Noël, a toujours su rendre des copies propres. Lisses parfois, peut-être, mais propres. Impossible de ne pas lui imputer le réalisme du film, surtout lorsque l'on sait par exemple qu'en VO, toutes les transmissions radio que l'on entend sont les bandes sonores originales de la mission, ou que pour simuler la pesanteur, il a réalisé son film dans un avion 0G spécialement conçu par la NASA pour recréer la pesanteur sur des phases d'une vingtaine de secondes. Des acteurs et techniciens tournant leur film sur plus de 1500 paraboles, ça impose le respect ou pas? Non mais là Houston, ils ont un problème! Je dirais que c'était une émission plutôt réussie. Odyssey, ici Houston, vous m'entendez? Ici Houston, vous nous recevez? Odyssey, ici Houston, vous m'entendez? Ici Houston, vous nous recevez? Odyssey, ici Houston, vous me recevez? Odyssey, ici Houston, vous m'entendez?
Odyssey, Houston, vous nous recevez? Ah putain, mais il va fermer sa gueule! Des jours qu'il nous casse les couilles là, c'est bon, on est arrivé!